Ça vient de mon père, en fait, qui a une personnalité qui m'a toujours dit « Moi, je suis libre parce que j'ai pas de jet ski ». Et ce qu'il voulait dire par ça, c'était « Je suis libre parce que j'ai pas de besoin matériel. Donc demain, si j'ai plus de revenus, j'ai pas de problème. » Et donc c'est quelqu'un qui passe énormément de temps dans son potager, il a un rapport avec la terre très fort, etc. Mais il a très peu de besoins matériels. Et en fait, je pense que ma peur de manquer, c'est pas vraiment une peur de manquer, c'est plus un truc que j'ai essayé de lui prouver toute ma vie, que moi aussi je pouvais faire avec très peu. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Vous entendez cette petite ambiance de terrasse, n'est-ce pas? Parce qu'on est en terrasse avec Balthazar. Salut Balthazar. Salut Fab. Bienvenue dans Histoire d'argent. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir que tu viennes à mon micro, d'autant plus que, comme quoi parfois tout arrive au bon moment, tu m'as envoyé un mail en février, c'est ça? Fin février, ouais. Un très long mail où tu m'as expliqué, tu me raconteras pourquoi tu as envoyé ce très long mail après, je trouve ça intéressant. Et tu m'as relancé cette semaine, en début de semaine, en me disant que tu étais en Ardèche. Et ça tombe bien, parce que moi-même j'étais en Ardèche, donc tu es venu jusqu'à moi, merci pour ça. On est donc dans un café, dans une terrasse de café, à Privas, Privas, je ne sais même pas si on... Je crois que il y a débat. En Ardèche donc, et on va passer une heure et quart ensemble pour que tu viennes me raconter ton histoire d'argent qui a l'air d'être particulièrement passionnante. C'est passionnant parce que en fait, c'est une histoire. Je rentrerai dans les détails, je vais pas gâcher dès le début, mais qui m'a permis de comprendre qui j'étais en me posant plein de questions et ça a été compliqué, ça a été passionnant, avec des rebondissements, avec tout ça. Et en fait, j'en sors tranquillisé et j'en sors différent. Waouh. Et donc, je serais ravi de pouvoir te raconter tout ça. C'est top. Pour raconter très rapidement, mais en gros, t'as été employé, développeur d'une boîte qui a grandi de façon exponentielle pendant quelques années. Tout à fait. T'as eu la chance de pouvoir, comme souvent dans ce genre de boîte, de pouvoir participer à du salariat, à de l'actionnariat de salariés. Tout à fait. Et de sortir avec une somme très conséquente. Je peux même vu qu'on est sur l'histoire d'argent, je le dis. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle les stock options en rentrant. La boîte est rentrée en bourse et ça a marché. Et je raconterai un peu tout ça, mais j'ai vendu une grosse partie de ce que j'avais et ce qui m'a rapporté un petit peu plus d'1 250 000. Voilà. En un clic. En 3 clics. En 3 clics. Le mec est dev, je vous rappelle que le mec est développeur. Exactement. Moi j'utilise l'image. En un clic, lui, bouge pas. Non. Il faut être précis. Soyons précis, Fab. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce mail. Qu'est-ce que tu me racontais là juste avant qu'on branche le micro et je t'ai dit, Balthazar, nous sommes en train de démarrer l'interview, que tu avais envoyé ce premier mail. Alors je vous rappelle que si vous m'avez envoyé un mail, et c'est sans doute le cas, et que je ne vous ai pas répondu, c'est que j'ai vraiment une grosse liste d'attente et que je fais en sorte de ne pas lancer 14 invitations en même temps. Mais d'un autre côté, je les lis tous. Donc comptez sur moi pour vous répondre le moment qu'il faut. J'ai juste un problème un jour que je réglerai de répondeur automatique sur cette boîte. Voilà, tout simplement. Effectivement, ouais. Donc, je t'ai contacté fin février. En fait, c'était une période qui était assez compliquée pour moi à titre personnel. J'étais au croisement de plein de réflexions sur la manière dont je fonctionne, ce qui m'angoisse, etc. Et je voyais qu'un thème récurrent, c'était l'argent. Et Marine, du coup, ma femme, me dit Fab a sorti un podcast qui s'appelle Histoire d'argent. On a 7 heures de bagnole devant nous.
allez quoi, peut-être tu trouveras ça intéressant. Et donc on a commencé par l'épisode 1. Tu m'as rappelé le nom de cet intervenant fantastique. Christian Junot. Donc. Christian Junot. Je vous invite à aller écouter cet épisode, je vous le dis à chaque épisode, mais je vous le répète voilà. Là. Et je confirme. Et en fait, il a eu une phrase qui a été extraordinaire, qui m'a vraiment... c'est comme dans les films où il y a tout d'un coup une phrase et puis il y a une musique mélodramatique où on comprend que le protagoniste réfléchit sur lui-même, etc. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Il a dit « J'ai des clients qui sont multimillionnaires et qui ont peur de manquer. » Et en fait, ça, je me suis dit, moi j'ai toujours eu peur de manquer. Et je me suis dit, je viens globalement il y a quelques mois d'avoir quelque chose qui m'est arrivé qui est l'équivalent d'un gain au loto. Et en fait, si je travaille pas sur moi-même, je vais être plus malheureux qu'avant. Enfin, je vais me rendre malheureux plutôt. Ouais. Et donc j'ai vraiment le sentiment que je touche du doigt quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Et donc en fait, j'ai dévoré une grosse partie des podcasts. Et puis je me suis dit il faut sauter le pas. Et donc en fait je t'ai écrit un très long mail et la raison pour laquelle il était très long c'est qu'en fait je l'écrivais plus ou moins pour moi en fait. Oui. Je me disais il est pas impossible qu'il me réponde jamais mais j'aurais écrit ça et en ce faisant j'aurais mis les choses un petit peu plus au clair au moins pour moi. Donc c'était un catharsis en fait. Ouais. Et c'était hyper intéressant et en fait j'ai oublié que je t'avais contacté. Okay. Parce que les bénéfices, entre guillemets, de l'avoir écrit étaient déjà suffisants pour que je sois pas en train de rafraîchir mes mails pour voir si tu m'as répondu. Canon. Donc voilà. Et puis en fait, il y a pas longtemps, ma femme écoute un de tes podcasts dans lequel tu dis il faut pas hésiter à me recontacter. Et je me suis dit c'est vrai ça. Eh bien génial. Et voilà. Merci pour cette intro canon, vraiment. Donc tu es en train de dire, pour vraiment caricaturer ta pensée, que c'est pas parce qu'on est riche qu'on règle nos problèmes d'argent. Non, en fait, c'est loin de là. Parce qu'on est bien d'accord qu'avec 1 300 000 euros, je ne sais pas quel est ton rythme de vie, votre rythme de vie avec ta femme. Il est très modeste en fait. Voilà. Il est très modeste. Vous avez de quoi vivre très longtemps potentiellement Oui et non en fait. Oui et non. Alors ça dépend à quel point est-ce que tu veux que je rentre dans le vif du sujet. Let's go. Allez. En fait, il y a à peu près 2 ans, en 3 clics, pour être très précis, je me retrouve, j'envoie un mail à ma banquière en disant, vous inquiétez pas, c'est normal, j'envoie des documents en disant, je vais gagner ça. Et je me retrouve avec 1 300 000. Et là, il se passe plusieurs choses. C'est qu'en fait, je sais qu'il va falloir que je paye des impôts dessus. Je suis ravi de le faire. Donc, la question, c'est combien je vais payer. Et ça, c'est très compliqué à évaluer parce que c'est toujours un petit peu un tir dans le noir, entre guillemets, savoir... alors j'essaye de faire en sorte d'évaluer ça correctement. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai fait ces 3 clics, c'est que on s'est rendu compte avec Marine, du coup ma femme, qu'on a un projet de vie depuis longtemps qui est d'habiter en Ardèche, alors qu'on était au centre-ville de Lyon, à côté de tous les bars, etc. Et qu'en fait, on voulait changer de style de vie de manière drastique et qu'on avait l'opportunité de le faire. Et que ce qui nous bloquait, c'était mes propres insécurités vis-à-vis de l'argent qui m'empêchaient de cliquer 3 fois, quoi. Et donc, on a une longue discussion. Je finis par sauter le pas. J'ai une situation familiale qui fait que je me rends compte que je peux aider une partie très proche de ma famille, des membres très proches de ma famille, avec de l'argent pour les sortir d'une situation qui est compliquée. Et donc, tout ça mis bout à bout, je saute le pas. Je fais face à des peurs qui sont assez profondes. Et je me dis banco. Et donc, en fait, on achète la maison cash. Et donc, la maison qui nous a coûté un petit peu moins de 400 000, plus les impôts où j'ai payé un petit peu plus de 500 000, il reste quelques centaines de milliers d'euros, mais après, on a des travaux, on a plein de choses. Et donc, en fait, au final, aujourd'hui... Pourquoi t'as acheté la maison cash ? Tu sais que l'un des premiers trucs qu'on apprend aux gens riches, c'est d'emprunter de l'argent. Ouais, sauf qu'en fait, je voulais... on avait acheté un appartement avec ma femme, avant même qu'on soit mariés. Et donc, on avait déjà un emprunt, etc. Et... Le sentiment de pas devoir de l'argent, le sentiment d'être libre et de pouvoir partir, faire ce qu'on veut et de voir rien à personne et de se dire peut-être cette année je vais pas travailler et c'est pas grave et je vais prendre du temps pour moi, etc. C'était plus important que de l'optimisation financière, de dire je vais placer cet argent qui va me rapporter, etc. Il y avait vraiment un sentiment, un besoin de liberté. On était déjà engagé pour un petit prêt d'une centaine de milliers d'euros à peu près. Et j'étais pas dans l'idée de l'argent est pas cher, il faut emprunter, etc. Non, je voulais vraiment dire je dois le moins possible. Et en ce faisant, on est libre en fait. Et donc du coup, on garde un peu d'argent pour les travaux.
On sait qu'on aura des imprévus et on aura eu des imprévus assez rocambolesques. Et en fait, au final, aujourd'hui, sur cette somme, argent, impôts, plus maison, plus travaux, plus 2-3 trucs de la vie courante, il va me rester à peu près 200 000 euros. Donc, est-ce qu'avec 200 000 euros, on est riche ? Moi, je pense que oui, vraiment. Mais c'est surtout parce qu'on est libre. Si tu as écouté Histoire d'argent, tu sais très bien que peu importe l'argent qu'on a sur son compte en banque, on est riche ou pas riche. Exactement. Peu importe, en fait. C'est juste une projection qu'on fait à un moment donné. Exactement. Et en fait, ça n'a jamais été la question pour moi. La question, ça a été est-ce qu'on peut être libre ? Pas est-ce qu'on peut être riche. La question de savoir si on est riche, finalement, c'est très subjectif et ça a un rapport avec, je sais pas, est-ce qu'on a envie de l'être ? Peut-être. Moi, c'était pas tellement ma motivation première. Okay. Ma motivation première, c'était le style de vie qu'on envisageait, qui était beaucoup plus doux, beaucoup plus protégé en fait quelque part dans un endroit beaucoup plus paisible que le centre-ville dans lequel on était, etc. Il y avait un moyen de l'obtenir et je suis quelqu'un d'assez impulsif, donc il y avait un moyen de l'obtenir vite et alors qu'on y réfléchissait depuis longtemps, mais là tout d'un coup on s'était trouvé une espèce de motivation suffisante pour sauter le pas et on l'a fait. Et donc c'est ta femme qui t'a incité à sauter le pas. Ouais. Comme elle est là, enfin elle est pas là à côté, mais en tout cas elle est là dans le coin. Tout à fait. Tu m'as proposé de l'interviewer. Ouais, je serais ravi qu'elle puisse donner son. J'adorerais pouvoir avoir son avis. Après, tu te barreras si tu veux bien toi aussi. Je me casse. Et Marine viendra s'installer à ta place. Et j'aimerais bien avoir 10 minutes avec elle, tu vois, pour raconter cet épisode-là en particulier. Et je trouve que c'est cool. Ça fait un mini histoire de couple au sein sur un thème très précis. Pardon. Histoire d'argent dans le couple, quoi. Je trouve ça cool. On va reparler de tout ça, hein, mais j'aimerais bien, avant ça, revenir. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation globale de tout ce dont on va parler dans cet épisode. C'est très clair. J'aimerais bien parler avec toi et que tu me répondes à la première question que je pose à tous mes invités. C'est quand je te dis argent, pour toi, ça évoque quoi ? Alors je savais que tu allais me poser cette question, du coup je me suis un peu creusé la tête. Et en fait, j'ai pas eu à me creuser la tête très longtemps. J'ai une image qui m'est venue instantanément. Moi j'ai grandi dans le nord de la France, en Picardie. Et j'étais avec mon père, on était à Stock. C'était un supermarché, il s'appelait Stock. Ah oui, Stock. Ouais. Et j'avais cassé ma tirelire, entre guillemets. Je savais pas ce que je voulais. Mais je touchais du doigt que j'avais dépassé 100 francs d'économie. J'avais 107 francs. Je sais pas pourquoi j'ai une mémoire des chiffres. Et ce chiffre est resté, enfin ce nombre, est resté ad vitam, 107, parce que j'avais dépassé l'inatteignable qui était le 100 francs, qui était un peu l'équivalent de 1, 2, 3 beaucoup quand on apprend à compter. J'avais dépassé le 100, donc c'était infini. Et donc je comprenais que dépasser cette somme, il était possible pour moi d'acheter un truc. J'avais aucune idée de ce que je voulais, mais j'avais la liberté et la possibilité de le faire. Et donc j'arpentais les rayons du magasin en disant est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que j'ai envie de ça. Et au final, je crois que je suis parti avec une BD ou un truc comme ça. Mais il y avait eu un truc hyper fort j'avais compris à 6 ans la définition du pouvoir d'achat avec 100 francs. Et c'était assez fort en fait. Le fait de se dire il n'y a que moi qui peux décider comment je vais dépenser ce magot. Donc là, tu viens de me raconter aussi ton premier souvenir en rapport avec l'argent. Alors, ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, j'ai compris la question comme ça, en fait. Mais quand tu me dis argent, qu'est-ce que ça te dit ? Ok, si je prends un peu de recul, pour moi, le terme, c'est liberté. Okay. C'est vraiment ça. Le terme fondamental, c'est le fait de décider de pouvoir changer tes plans de vie parce que tu peux, et de faire de l'introspection personnelle, de te dire est-ce que je suis vraiment heureux dans ce travail, est-ce que j'ai pas envie de prendre un break, est-ce que je suis vraiment heureux dans cet endroit, est-ce que j'ai pas envie d'aller voir ailleurs, est-ce que je suis vraiment heureux dans ce mode de vie, etc. Est-ce que je peux pas expérimenter autrement ? Si jamais on a peur, et il y en a plein à qui ça arrive, de manquer, ou parce qu'on manque physiquement pour de vrai, parce qu'on est vraiment ric-rac, on peut pas le faire. Et pour moi, si on me dit tu as de l'argent, ça veut dire que tu as de la liberté de pouvoir expérimenter. Le fait d'en avoir et de pas expérimenter, quelque part, c'est un coup dans l'eau pour moi, presque. C'est le fait de dire ok, j'ai un chiffre sur un compte en banque, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et si ça se matérialise pas dans un changement dans la vie personnelle, dans la vie de tous les jours, quelque part on a un peu loupé son coup, entre guillemets, pour moi. C'est un peu ce que tu étais parti pour faire à la base, c'est ça ? C'était 100% ce que j'étais parti pour faire. J'étais obsédé par ce chiffre, mais j'avais les jetons absolus de les transformer en quelque chose de concret. Okay. J'étais paralysé par ça, en fait. Okay. Et c'est très compliqué. Ouais. On va en reparler. Hein. J'aimerais bien savoir d'où vient cette peur de manquer. Eh ben, c'est difficile à dire. Que font tes parents dans la vie ? Alors, mon papa, il est ingénieur en informatique depuis 30 ans. De père en fils. Exactement.
Et ma mère, elle a fait tous les boulots du monde. Elle a bossé pour le Palais de la Découverte, elle a fait clown, elle a fait restauratrice, là maintenant elle est sophrologue et formatrice en gestion mentale, etc. Et en fait, il y a eu deux approches un petit peu. Mes parents sont divorcés depuis longtemps et donc j'ai vécu avec l'un et avec l'autre. Et donc j'étais exposé, je pense, à deux approches. Je me rappelle, un jour, j'ai su le salaire de mon père, c'était en francs. Il gagnait 18 000 francs. Alors ça me semblait énorme parce que j'avais, je sais pas, 6 ans ou quelque chose comme ça, mais ça me semblait être un truc infini. Et avec ma mère, j'ai toujours senti que c'était un sujet, pas d'angoisse, mais il fallait être créatif. Il fallait comprendre comment est-ce qu'on allait faire. On s'en sortait toujours. J'ai jamais manqué de absolument rien. Je voudrais surtout pas qu'elle imagine, si elle écoute ça, que j'ai manqué à aucun moment. Mais j'ai senti qu'il fallait toujours s'adapter, il fallait toujours avoir des idées, avoir des plans, changer son fusil d'épaule si ça marchait pas, etc. Alors que mon père, il avait un job, il avait un salaire à la fin du mois qui était confortable. Mais il y a aussi une forme de manque, tu vois, je trouve, de ce fait-là. Enfin, tu dis, t'as pas manqué, j'imagine bien que ta mère, que t'as pas envie de dire à ta mère, t'as pas fait ton job, quoi, tu vois. Non, surtout qu'elle l'a fait, quoi. Mais je crois que c'est important aussi de se dire, ok, d'où vient la peur de manquer? C'est peut-être aussi que tu l'as vécu comme un manque. Cet aspect bidouille, quoi, tu vois. Paradoxalement, c'est pas du tout, ça vient pas du tout de ma mère, hein, ça vient de mon père, en fait, qui a une personnalité qui m'a toujours dit, moi, je suis libre parce que j'ai pas de jet ski. Et ce qu'il voulait dire par ça, c'était je suis libre parce que j'ai pas de besoin matériel. Donc demain, si j'ai plus de revenus, j'ai pas de problème. Et donc c'est quelqu'un qui passe énormément de temps dans son potager, il a un rapport avec la terre très fort, etc. Mais il a pas de besoin, il a très peu de besoins matériels. Et en fait, je pense que ma peur de manquer, c'est pas vraiment une peur de manquer, c'est plus un truc que j'ai essayé de lui prouver toute ma vie, que moi aussi je pouvais faire avec très peu. Et en fait, je l'ai vu dans mes études où il me donnait de l'argent. On se parle encore très souvent au téléphone. Et si jamais j'avais besoin d'argent, je lui disais, il me faisait un virement. Et j'avais un défi personnel qu'il a jamais vraiment vu, mais qui était de faire durer le plus longtemps possible ce qu'il me donnait. Et ça s'est fini au McDo avec des copains où il me restait 50 centimes sur mon compte. Je disais que j'avais pas faim. En fait, je crevais la dalle et je piquais des frites à mes potes jusqu'à ce qu'ils me défoncent. Parce que je voulais tenir un jour de plus sans demander. Et j'avais un truc à prouver avec ça. Et en fait, ça m'est resté. Je m'en suis rendu compte il y a quelques années, à un moment où j'ai été SDF en Amérique du Sud. Alors c'est une longue histoire et on n'a qu'une heure et quart, mais je pourrais peut-être en dire un ou deux mots. Mais je me suis rendu compte que j'avais ce besoin de ne pas demander d'aide, en fait, financièrement. J'allais m'en sortir. On a une heure et quart, mais on a une heure et quart. C'est-à-dire que tu peux pas venir me dire, alors j'étais SDF en Amérique du Sud, en disant, peut-être on passera à autre chose, quoi, tu vois. Alors je te la fais vite dans ce cas-là, si tu veux. J'ai fait 6 mois dans mes dernières... j'ai fait une école d'ingénieur et dans ma dernière année, j'avais candidaté pour faire un échange. Okay. Et en fait, j'avais pas des résultats extraordinaires dans cette école, donc j'ai un peu regardé le pays qui était pas très haut sur les demandes. Okay. Et en fait, je suis allé en Uruguay. Parce que si on se pose la question, que ce soit toi ou les gens qui nous écoutent, vous allez vous rendre compte que personne ne connaît absolument rien sur l'Uruguay. Et donc, personne n'y pense. Et donc, j'ai vu que ça n'était pas demandé, donc j'y suis allé. Et là, j'ai eu une espèce de problème technique avec ma banque. C'était le début des authentifications à facteurs multiples. Et donc, j'avais une espèce de lecteur de carte dans lequel il fallait que je mette ma carte bancaire, ça générait un code, machin. Et ils me l'ont envoyé à la mauvaise adresse. Et donc, en fait, quand on a une banque régionale... Fais bien gaffe. Pardon, excuse-moi. Quand on a une banque régionale... Tu t'entends comme ça. Et que du jour au lendemain on passe de Chalon-sur-Saône à Montevideo, la banque dit là clairement il y a fraude, bloque le compte, et comme il m'avait envoyé le lecteur de carte à la mauvaise adresse, en fait je ne pouvais plus toucher à mon argent. Et donc j'avais retiré du liquide qui m'a tenu un mois et demi, et à partir de là j'étais bloqué. Et la banque en fait voulait rien savoir, et j'étais, je pense, piégé dans ce truc de fierté de non, je vais m'en sortir. Attends, tu veux dire que t'as jamais demandé de l'aide ? Non, j'en ai pas. En fait j'avais de l'argent. Il fallait juste trouver un moyen d'y accéder, de pouvoir aller au distributeur et que ça me dise que j'avais le droit. Et en fait, il s'est passé des trucs un peu rocambolesques. Ma coloc était... Attends. Genre, ton père, et j'imagine ta famille est en France, ont potentiellement accès à un guichet ou un machin comme ça pour aller voir, quoi, tu vois, les gens sur place en France. Mais sachant que moi, je suis en contact avec eux par mail, mais je sais pas, ça traîne. Et puis c'est pendant les vacances d'été, parce que je suis parti du coup en août. C'est pendant les vacances d'été, j'ai pas de réponse. Alors j'essaie de leur expliquer un peu que ça commence à être urgent, mais ça bouge pas. Et j'arrive à un moment où j'ai plus de liquide et je peux pas retirer d'argent, en fait. Et là, j'ai ce réflexe bête. Mes parents l'ont jamais su, ça, et je leur ai dit 10 ans après que ça m'était arrivé. Si ma mère avait appris que je faisais la manche en Amérique du Sud quand j'avais 22 ans, elle aurait pris un avion, elle aurait détourné le premier avion possible, elle serait venue. Mais je l'ai pas dit.
Pourquoi ? Parce que je voulais m'en sortir moi-même. Je voulais, je pense, me prouver à moi-même que ça allait le faire. Et j'étais dans une drôle de situation psychologique à ce moment-là. J'étais très, 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 très amoureux de ma copine de l'époque, qui elle est partie en Norvège, en Erasmus, au même moment. Donc on avait, je sais pas, à 14 000 km d'écart. J'étais presque en dépression, parce que j'étais amoureux fou, transi, et donc en fait dans un état d'esprit très advienne que pourra. On verra. T'as déjà écouté Histoire de mec ? J'en ai écouté certains, mais je ne les ai pas tous écoutés. Ça ne ferait pas de mal. Ok. Enfin, ça a l'air d'aller mieux maintenant, mais oui. je tiens à dire à tous les mecs qui se retrouvent un peu dans cette description qui est ok, je fais pas trop gaffe à ma santé mentale, surtout je ne vais pas demander de l'aide parce qu'en fait je peux m'en sortir tout seul comme un bonhomme, que c'est hyper con. C'est un comportement toxique envers vous-même en fait, et que vous méritez de l'amour. Voilà. Absolument. Vous méritez de l'amour envers vous-même avant tout, et que n'hésitez pas à demander de l'aide. Absolument, voilà. J'aurais dû. Hein. Oui, bien sûr, je sais bien que tu sais aujourd'hui que t'aurais dû. Mais tu vois, à ce moment-là, je me rends pas compte de l'urgence du truc. Parce que je suis dans un état où je subis les événements. Oui, t'es dans une boucle. C'est ça. T'es dans une boucle de croyance où il faut que je m'en sorte tout seul, et je suis un bonhomme, et en fait un bonhomme ça demande pas d'aide. Et puis je suis pas radicalement inquiet. Tu vois, je suis pas dans un état où ça me fait trop stresser. C'est juste qu'à un moment j'ai plus d'argent. Et en fait le gars qui nous sous-loue l'appartement et qui revenait de temps en temps, parce que quand il avait une maîtresse, il nous demandait de partir et il revenait 4 heures après. On a le droit de revenir 4 heures après. S'est fait gauler par sa nana, récupère l'appartement et nous met dehors. Mais en fait, moi, ma coloc à ce moment-là, elle est en voyage pendant 1 mois et demi, je sais pas quoi, donc je me retrouve dehors, sans argent. Mais what the fuck. Voilà. Et c'est là où les choses commencent à s'emballer, et c'est là où j'ai commencé à apprendre des trucs sur moi-même et comment je réagis quand je vais pas bien en période de crise. Et je réagis pas très très bien. Ok, ce sera donc pour un épisode prochain d'Histoire de mec avec Balthazar, sur cette histoire. Je fidélise Flo pour plusieurs épisodes. Ok. Voilà, donc, je m'en sors. Et en fait, au final, les choses se résolvent, mais ça a pris 3 semaines à peu près de flottement. Mais effectivement, tout part de l'argent. Tout part de l'argent parce qu'en fait, en y réfléchissant, finalement, dans cet épisode qui est un peu rocambolesque, etc., mais l'argent, c'est le moyen de faire quelque chose, c'est le moyen d'être en sécurité, c'est le moyen de manger de manière très concrète, quoi. J'avais pas d'argent, je pouvais pas manger. Donc, comment on fait quand on n'a pas d'argent, etc. Et donc, du coup, c'est resté très fort. L'argent, c'est quand on en a, on est libre parce qu'on n'a pas à s'inquiéter de comment est-ce qu'on va manger. Okay. Et ça, c'est resté maintenant. D'où l'achat-cash de la maison, quoi. Exactement. Liberté avant tout. La liberté avant tout, et surtout le fait de se dire. L'alliance entre mon impulsivité naturelle et la recherche absolue de liberté a fait qu'on a craqué pour une maison qui est extraordinaire. Mais si on avait réfléchi un petit peu plus, on se serait rendu compte qu'on avait 50 travaux, on n'aurait peut-être pas fait le même truc. Mais en fait, c'est la meilleure décision qu'on a jamais prise. La maison est incroyable, on est hyper heureux dedans. Et il y a beaucoup de gens de ma famille qui sont très inquiets pour nous parce qu'ils pensent qu'on est hyper impulsif, mais on est dans un fonctionnement qui nous convient très bien en fait. Peut-être on n'est pas obligé d'écouter les gens de sa famille. Peut-être. Une fois qu'on est adulte. C'est ça. Je dis ça, je dis rien. Non, c'est vrai. Mais ma mère régulièrement me dit, mais peut-être vous êtes un peu impulsif quand même. Maman, si tu écoutes ce podcast, maman de Balthazar, je te dis dire un truc très important. Ton grand garçon est un grand garçon. Voilà. Il n'a plus besoin de toi. D'ailleurs, ce n'est plus ton enfant, c'est ton ex-enfant. C'est ton ex-enfant. T'as entendu cet épisode ? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et tu es désormais l'ex-maman de Balthazar, puisqu'il n'a plus besoin de toi. Ce n'est plus un enfant. Que j'aime profondément. Hein. Mais tu peux aimer ta maman extrêmement profondément, tout en lui disant, écoute maman, j'avais besoin de toi quand j'étais petit. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Donc... je continue à t'aimer, mais trouvons une autre relation. Pardon. Exactement. Je m'occupe des affaires familiales de Balthazar. Je n'ai strictement rien à foutre là-dedans, mais je trouve que c'est un bon. Non, mais pourquoi pas. C'est un thème tellement récurrent dans l'histoire d'argent, le rapport aux parents. Il y a tellement de transgénérationnel, de trucs qu'on se refile en fait entre générations. Et sans doute, tu vois, ton père, il a lui-même cette histoire de son propre père, etc., etc. Ça doit remonter de très loin. Et pareil pour ta mère. Que je trouve que c'est cool d'essayer de filer des billes pour que en fait c'est un cercle qui peut être brisé, quoi. On peut décider de pas reproduire, quoi. Et pour moi, la manière dont j'ai brisé ce cercle, ça a été de comprendre ce que je voulais vraiment et de pas répéter simplement par habitude. Et en fait, tu vois, il y a un truc qui m'a obnubilé au moment où j'ai fait ces fameux 3 clics, ça a été l'idée de dire que ça me changerait pas, que c'était pas parce que j'avais cette chance de quasiment gagner au loto que j'allais devenir quelqu'un de différent, mais pour inscrire ça dans le marbre, il a fallu juste que je comprenne qui j'étais.
Et ça a été intéressant aussi parce que, et c'est pour ça que je t'ai envoyé ce long mail, etc. C'est que j'étais dans cette phase, en fait, de compréhension de qui j'étais, de qu'est-ce que je voulais vraiment faire maintenant que j'en avais matériellement la possibilité. Et ça, c'est une question qui me paralysait parce que jusqu'à présent, j'avais jamais vraiment eu à y réfléchir finalement. Ok, donc qui es-tu, Balthazar ? En fait, j'aimerais bien comprendre comment ça se passe pour toi. Alors, on fera parler Marine de son point de vue tout à l'heure, mais de ton côté, donc tu te retrouves dans cette boîte qui a explosé en fait pendant le temps où tu y étais, et tu te retrouves avec potentiellement une grosse somme d'argent sur, alors pas ton compte en banque, mais sur un compte virtuel, en fait, ou régulièrement, ce que moi j'appelle du monkey money, quoi. C'est de la monnaie de singe, c'est de la monnaie de cirque, c'est-à-dire, ça veut rien dire. On te donne un indicateur à un temps T, voilà ce que la carotte qu'on te met devant le nez vaut. Et puis, c'est à la merci des marchés, ça monte, ça descend, etc. Parce qu'en gros, pour les gens qui comprennent pas un peu la technique, on va expliquer, mais les stock options, c'est une option que tu as toi-même sur les parts de ta boîte en tant que salarié. Et cet argent est virtuellement disponible pour toi parce qu'en fait, tu peux décider de cash out, quoi, tu vois, de la prendre dans ta poche. Mais si le marché monte, potentiellement, tu aurais pu gagner 2 fois plus d'argent si tu avais attendu, je ne sais pas, 1 an, mais potentiellement 1 an plus tard, la boîte, elle aurait pu descendre, dégringoler pour X raisons, quoi. Et qui sont d'ailleurs potentiellement complètement qui n'ont rien à voir avec la boîte. En ce moment, par exemple, mes ex-collègues du coup qui sont encore détenteurs d'actions de cette boîte-là, ils voient la valeur de leur patrimoine virtuel descendre parce que simplement il y a la guerre en Ukraine, il y a une situation internationale qui fait que le dollar dégringole, etc. Donc c'est un truc, on est au casino en fait. C'est une situation de casino virtuel. C'est pas une situation que je maîtrise, que ce soit virtuel ou pas virtuel. Je suis vraiment en chute libre entre guillemets. J'ai aucun repère. Et donc la première étape de ce voyage entre guillemets, c'est qu'il a fallu, avec des collègues français, comprendre comment ça marche, comprendre ce que ça veut dire, comprendre la législation fiscale autour pour savoir comment est-ce que les impôts allaient nous demander de payer, quelle proportion. Et en fait, sans rentrer dans des détails qui sont pas forcément intéressants, mais la question sous-jacente de tout ça, de combien je vais payer d'impôts, c'est pas pour dire oh là là on paye trop d'impôts, c'est savoir ce qui va me rester. Et donc, en fait, quels sont les plans que je peux faire ? Quels sont les plans que je suis libre de faire ? C'est ça la question sous-jacente. Les impôts, c'est simplement, il y a une petite étape, une étape 0,5 avant. Il y a un intermédiaire. Oui. Il faut donner une partie de ce que tu as gagné à l'État. Et ensuite, il ne faut pas faire de plan sur la comète sur cette partie-là. Tu as donné combien, toi ? 500 000. Ok. 500 000. Donc, un gros tiers. Et en fait, j'aurais pu donner beaucoup plus. C'est simplement que, globalement, j'ai donné de l'argent à mon entreprise pour acquérir ces options à un tarif réduit très tôt, et donc j'ai pris un risque. Et en fait, plus l'action vaut cher, ou plus l'entreprise se rapproche d'une entrée en bourse, moins le risque est élevé, parce que plus on sent que ça va arriver, et donc du coup, moins on prend de risques, plus on paye d'impôts. Sans rentrer dans des détails, des chiffres, etc. Et donc moi, aux yeux de l'État, j'ai pris un risque, c'est-à-dire j'ai investi dans mon outil de production, entre guillemets, en termes marxistes, quoi. Le plus tôt possible, et donc en fait ça, aux yeux de l'État, c'est une prise de risque, et donc c'est des impôts qui sont minimisés. Donc j'aurais pu, si je m'étais pris un peu plus tard, payer peut-être 800 000, 700 000. Et ça, en fait, la différence en termes de ce que j'ai payé aux impôts, ce qui s'est passé, c'est une prise de conscience de, en fait, Balthazar, ce truc-là va valoir quelque chose, va te permettre d'être libre, parce qu'initialement, j'avais pas de velléité particulière vis-à-vis de ces stock options-là, j'étais pas dans ma tête, j'allais les laisser sur la table. Okay. Parce que c'était rentrer dans le monde de la finance qui m'intéressait pas beaucoup. Attends, on va en reparler dans 2 secondes. Ouais. Déjà, pour m'excuser, parce qu'il y a des gens qui scient une table. On est en Ardèche. Hein. Voilà. Donc, si vous entendez des bruits ici, c'est pas Balthazar qui est en train de... Non, pas du tout. Il y a un truc que t'as dit. Ouais. En gros, tes stocks, on te les a pas que donnés, tu les as aussi achetés, c'est ça ? Ouais, alors en fait, je voulais faire, sans rentrer dans les détails, mais ok. Les stock options, en fait, c'est une possibilité d'acquérir des options à un tarif réduit. Mais il y a une différence entre des stock options et ce qu'on appelle des RSU ou des actions gratuites. Ouais. Les actions gratuites, c'est des actions qui ont une valeur financière et qu'on vous donne. Donc vous êtes tout d'un coup propriétaire de quelque chose qui a une valeur financière et vous n'avez fait aucun investissement financier. Les stock options,
souvent c'est en amont, c'est avant l'introduction en bourse, ou c'est juste au moment de l'introduction en bourse, et à partir du moment où l'introduction en bourse est faite, ça disparaît. C'est la possibilité d'acquérir un tarif fixe qui est noté dans le contrat de travail des actions. Et donc c'est pour ça qu'on appelle option, c'est-à-dire que personne ne vous force à donner de l'argent à votre employeur pour acquérir ces actions, qui potentiellement n'auront jamais aucune valeur. Peut-être qu'il n'y aura jamais d'introduction en bourse, et vous aurez payé à un tarif réduit quelque chose qui n'a pas plus de valeur qu'un billet de Monopoly. Mais il faut faire l'effort conscient de se dire, je crois en l'outil de production, en la boîte dans laquelle je travaille, je pense que ça va réussir, ça va me coûter tant, et potentiellement ça peut me rapporter beaucoup plus. Donc moi, concrètement, pour vendre ce qui m'a rapporté ce 1 million de plus, j'ai payé 30 000 euros de ma poche, que je prenais sur mon salaire. Et donc j'ai en fait réinjecté de l'argent de mon salaire dans la boîte pour acquérir des parts de cette boîte. Et c'est ensuite, je les ai achetés, dans mon contrat, c'était 85 centimes. Donc à un moment, le moment où j'ai vendu, par exemple, les actions étaient à $66, parce que c'était une action sur le marché américain. Ouais. Mais moi, je les achetais 85 cents. Autant te dire que ça fait une belle plus-value. Ça fait une belle plus-value. Et en fait, on est taxé sur cette plus-value et on est taxé sur la réduction qu'on nous donne. Donc voilà, il a fallu comprendre tout ça, pas simplement pour le plaisir, mais en fait, la finalité, c'était combien il va rester et donc quelle est la liberté qu'on va pouvoir s'octroyer. Ok. C'était ça le maître mot. D'accord. Merci pour ces explications. Et toi de ton côté, comment se passe le moment où tu te rends compte, parce que j'imagine que tu rentres dans cette boîte, c'est une petite boîte. C'est 250 personnes. Après. Voilà. À quel moment tu prends conscience qu'en fait tu es assis sur un potentiel tas de billets verts en l'occurrence? Ça a pris du temps. Ok. Ça a pris du temps. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la boîte dans laquelle j'étais, c'est une boîte qui a été fondée par des Français, mais qui était aux États-Unis. Et donc, il y a des employés français, mais il y a énormément d'employés américains. Et dans la culture américaine, les codes autour de l'introduction en bourse, des stocks options, etc., sont hyper naturels pour eux. Parce que c'est vraiment dans le monde de la tech, ça fait partie de leur mode de rémunération. Ils ont potentiellement, les gens avec qui j'ai bossé, ils ont 5 ou 6 startups à leur actif, ça n'a jamais marché, mais ils ont déjà vu ces mécanismes. Et donc, en fait, ils ont les automatismes de commencer à voir quels sont les signes avant-coureurs, etc. Nous, en France, en tout cas avec mes collègues, on est complètement paumés. On loupe tous les signes, on comprend rien, on se dit que de toute façon ça ne nous intéresse pas, que ça a l'air d'être compliqué et que nous on est là pour on veut faire du code et boire des coups, etc. Tu crois que c'est un rapport avec le rapport à l'argent de tes potes aussi? Ouais. Je pense que c'est un rapport. C'est qu'en fait on n'en parle pas entre nous déjà. Et donc du coup, on a fini par. Ce qui a changé, c'est qu'on a commencé en voyant des signes vraiment appuyé du coude en disant oui, on va sûrement rentrer en bourse, il faut commencer à se réveiller potentiellement si vous voulez faire quelque chose. Là, on comprend qu'on est potentiellement en train de rater le coche parce qu'on est trop sous le joug de ce tabou pour en parler entre nous. Et en fait, on crée un canal Slack privé qui s'appelle Coq en Stock où on commence à dire bon, qui comprend quoi. Et en fait, on fait un Google Doc qui est une espèce de base de connaissances qui évolue parce qu'on se trompe tout le temps. On est toujours en train de dire je ne suis pas avocat fiscaliste, donc si vous faites ça et que vous allez en prison, dites pas que ça vient de moi, machin, etc. Donc on essaie de prendre toutes les précautions possibles. Mais en fait, on est juste en train de dire on n'y comprend rien. On a juste besoin de l'aide collective pour comprendre ce qui va se passer. Vous êtes combien au total dans ce chaîne Slack? Alors Slack, si vous ne l'avez pas, c'est un logiciel de messagerie. De messagerie instantanée. Qui se passe, qui a dans beaucoup de boîtes. Voilà. Alors au moment où on le crée, on est à peu près 15-20. Okay. Et maintenant, au moment où j'ai quitté la boîte, au moment où je suis arrivé, on était 250. 5 ans après, on était 4000. Donc évidemment, il y a une évolution organique parce qu'on a des gens qui viennent et qui, du coup, maintenant qu'on est déjà en bourse, se sont concernés de manière immédiate, etc. Donc maintenant, c'est en centaines. Mais globalement, pendant les prémices de l'introduction en bourse, on commence... nous partîmes 15 et nous arrivîmes à peu près 70, quelque chose comme okay. Ça. Et ça concerne surtout les gens qui ont été engagés entre guillemets il y a longtemps. Ouais. Alors c'est une échelle de temps qui est très compressée parce que tout évolue très vite. Mais au moment où je suis parti, moi ça faisait 5 ans que j'étais considéré comme un vieux parce que la boîte avait 10 ans. Et c'est souvent les premiers à avoir rejoint, c'est des gens qui sont arrivés à peu près en même temps que moi ou avant, parce que c'était ceux qui avaient une valeur potentielle la plus importante. Donc c'est ceux qui avaient un intérêt personnel le plus grand en fait. Ok, mais donc on est bien d'accord que vous êtes tous logés à la même enseigne à cette époque-là,
En tout cas, j'imagine à peu près, non ? À peu près, c'est-à-dire que les gens qui arrivent un an après, ils ont peut-être pas la même réduction dans leur contrat, etc. Mais les mécanismes sont les mêmes. Mais vous en parlez pas. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous aviez une différence de salaire potentielle à dire oh putain peut-être que je vais faire une bourde et tout. On n'en parle pas. Et alors faut voir, c'est quelques années après le fait qu'il y a eu un scandale chez Google où des employés en interne ont rendu public leur salaire sur un Google Doc et certains se sont fait virer, etc. Et ça c'est aux États-Unis, dans lequel on parle plus facilement d'argent. Pays dans lequel et en France déjà on a ce tabou culturel de on parle pas d'argent et puis en plus on a ce truc contractuel de potentiellement je suis mieux logé que le copain d'à côté qui a été engagé au même moment mais je le sais pas et donc si j'en parle je risque de créer des tensions avec des gens avec lesquels je travaille parce que le truc dont il faut se rendre compte c'est qu'en fait entre le salaire et la valeur potentielle des actions il y a un rapport de 1 sur 10, 1 sur 20, 1 sur 50 parfois donc en fait des petites... évidemment, ça va dépendre de la valeur d'action, de la fluctuation des marchés, etc. Mais c'est une différence qui est énorme. Je ne suis pas payé 1 million par an, loin de là. Oui. Et donc, en fait, le moindre petit changement entre deux personnes dans la manière dont le package de rémunération a été négocié peut avoir des répercussions qui sont en centaines de milliers de dollars. Donc, on n'a pas forcément, initialement, envie d'ouvrir cette porte alors qu'en fait, on ne sait même pas si ça aura la moindre valeur. Ouais, et donc, on arrive un peu après coup. Okay. On arrive au bon moment à peu près pour se réveiller quoi. Et il y a des gens qui se sont jamais réveillés, qui ont dit non ça m'intéresse pas. Qui sont passés à côté d'un pactole quoi. Qui sont passés à côté d'un pactole et qui sont parfaitement à l'aise avec ça. Ok. Parce que en fait ils ont j'ai une personne en tête qui me disait pourquoi faire ? Je suis parfaitement heureux dans ma situation. Donc j'ai pas trop envie de me poser la question. Donc tu veux dire que par là qu'il y a sans doute un truc, bon tu vas pas parler pour cette personne, mais il y a sans doute un truc de me retrouver avec trop d'argent sur mon compte en banque d'un coup d'un seul, ça pourrait changer ma vie, chambouler ma vie et peut-être te faire passer par l'état par lequel t'es passé quoi. Ouais, et puis peut-être c'est une source de stress aussi très forte, parce que ça a été une source de stress, alors collective, mais particulièrement pour moi, parce que moi je suis le seul débile qui a pris le pactole qui était sur son compte en banque. Sois pas dur avec toi. Non, disons que ça a été une source de stress personnel, donc je m'auto-punis sur ce truc-là, parce que pendant 1 an et demi j'ai eu des petites sueurs froides la nuit. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu ces actions et 1 mois après j'ai acheté la maison avec, mais j'avais pas payé les impôts et donc je n'avais pas chiffré les impôts. J'avais évalué ce que je pensais que j'allais payer, mais à aucun moment les impôts m'ont validé ça. Et je les ai contactés, j'aurais expliqué ma situation, mais ils m'ont dit voilà, c'est compliqué. Non, vous verrez quand vous déclarez. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai acheté cette maison et je vis avec la peur infinie qu'en fait, quand les impôts vont passer, je me suis trompé et qu'ils vont me réclamer de l'argent que j'ai plus et que je vais devoir vendre la maison. Mais j'ai pris le risque. On revient bien à cette histoire de peut-être si tu avais emprunté, ça aurait pu te donner une forme, même un petit prêt quoi, tu vois, mais te donner une forme de latitude quoi. Donc exactement. Ta liberté quelque part t'a aussi valu 1 an et demi de stress et de cheveux blancs que t'as pas quoi, mais que j'aurais peut-être un choix, mais je l'ai payé sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire que j'ai parfois regretté ce geste-là dans des accès de stress et puis etc. Mais au final, lecture après lecture, simulation après simulation, j'ai commencé à me dire que j'étais plutôt dans le vrai. Ça avait l'air d'être une estimation. Je tombais à peu près sur 500 000. À peu près solide. J'ai fini par me relaxer un peu là-dessus et en fait j'ai commencé à apprécier la situation dans laquelle j'étais, sachant que j'avais une épée de Damoclès virtuelle au-dessus de la tête que j'ai esquivée parce qu'en fait les simulations que j'avais faites étaient bonnes. Okay. À quelques milliers d'euros près, elles se sont avérées bonnes. Et donc le jour où j'ai vu ce chiffre-là, ça a été ce nombre-là, ça a été un truc assez fou parce que j'ai jamais autant payé d'impôts de ma vie, mais j'étais soulagé de voir ce nombre-là s'afficher parce que ça validait le risque que j'avais pris et ça me permettait cette fois d'être vraiment libre. Ok. Et c'était un sacré moment. Ouais. Tu pourrais me parler d'un autre moment qui a dû être sacrément drôle aussi, c'est quand tu t'es retrouvé avec tout cet argent sur ton compte. Ouais. Alors ça a été un moment hyper intéressant parce qu'en fait on est en pleine période du Covid. Pourquoi est-ce qu'on voulait changer ? Pourquoi est-ce qu'il y avait une urgence à passer d'un modèle urbain à un modèle très rural ? Et en plus on peut aller à la campagne sans aller dans le sud de l'Ardèche. Nous on est vraiment dans le cœur des Cévennes. Vous auriez pu aller dans la Drôme. Voilà, avec tout l'amour et le respect que je porte au Dromois et à la Drôme, on aurait pu aller dans la Drôme. Mais non, on est allé dans les Cévennes. C'est un peu plus proche civilisé. De Valence. Non, là on est vraiment loin de tout. Okay. On est loin de tout. Et donc il y a quelque chose c'est un geste assez drastique. Et en fait, on a fait ce geste. Il y a une raison, peut-être
je te propose de poser la question à Marine de pourquoi cet endroit-là, parce qu'elle t'en parlera mieux que moi. Mais moi, j'ai suivi. J'ai adoré cet endroit une fois qu'elle me l'a fait découvrir. Et on est en plein Covid, et en fait, on est en plein confinement. Et on est dans un appartement qu'on a acheté avec Marine, qu'on adore, mais qui en fait s'avère ne pas être adapté du tout à une situation de confinement. Alors, est-ce qu'il y a un appartement qui l'est vraiment ? Mais en tout cas, c'est un appartement, on voit pas trop le ciel, donc rapidement, on est un peu dans un clapier. Et on commence à mal le vivre. Et donc, ce truc dont on parle depuis des mois, des années, qu'un jour peut-être, etc., il commence à y avoir une urgence. Il commence à y avoir quelque chose de plus profond que peut-être un jour, un doux rêve, etc. Et ce qui se passe à côté, il se passe deux choses. C'est que ma mère vit le meilleur moment de sa life pendant le confinement. Parce qu'elle est avec mon petit frère et ma petite sœur. Ils sont confinés ensemble. Elle passe du temps de qualité avec eux. Elle lit la philosophie, elle médite, elle prend du temps, elle fait du yoga, etc. Et elle se rend compte qu'elle est sophrologue. Et qu'en fait, elle est à ça près du burn-out. Elle emmagasine, son job, c'est de faire en sorte que les gens prennent conscience de pourquoi ils stressent et qu'ils s'en débarrassent, etc. Mais en fait, elle éponge leur stress. Et elle est vraiment très proche du burn-out. Et ça lui permet de prendre conscience de ça. Et on a une discussion où on se dit... elle me raconte un peu ça, elle me dit qu'elle aimerait arrêter de travailler, mais que mon frère vient de passer le bac, il va commencer ses études, et je l'ai aidé à trouver une école. Mais il s'avère que c'est une école privée, parce qu'il était vraiment qu'est-ce que je vais faire, je sais pas, etc. Et c'était la source de conflits familiaux très forts entre lui et son père, donc mon beau-père. Et en fait, je l'aide à trouver une école, mais cette école est chère. Et ma mère est confrontée à un choix cornélien qui est permettre à mon petit frère de faire l'école de ses rêves, entre guillemets, qu'elle peut pas se payer, donc il faudrait qu'elle travaille plus, ou agir sur les signaux qu'elle a reçus pendant le confinement et lâcher la bride, en fait. Et moi, à ce moment-là, le premier truc que je fais au moment où je reçois cette somme, et elle est même pas encore sur mon compte, c'est juste, elle est en transit, j'appelle ma mère et je lui dis: maman, tu me parlais du fait que tu voulais arrêter de travailler et tu voulais faire ton potager, va t'acheter tes graines et moi je m'occupe du reste. Et je lui explique un peu ce qui vient de se passer. Et en fait, je lui en avais jamais parlé. J'avais fait des allusions en disant qu'il y avait peut-être quelque chose, etc. Mais j'étais jamais rentré dans les détails parce que c'était virtuel. C'était de monnaie de singe, quoi. Et maintenant que c'était quelque chose qui allait arriver, là, il y avait la possibilité de changer la vie vraiment des gens que j'aime autour de moi. Et ça a été le premier truc que j'ai fait. Ça a été de payer les écoles de mon frère, les études de mon frère. Et je le fais encore. Et donc de permettre à ma mère de souffler, de ralentir et d'avoir la liberté, du coup, d'envisager le modèle de vie qu'elle voulait et qu'elle avait découvert ou redécouvert pendant le Covid. C'était cool pour toi de prendre cette place? C'était très particulier parce que c'est une place de parent, en fait. C'est une place. En fait, ça a été le plus compliqué que mon beau-père. Hein. Parce que mon beau-père, c'est quelqu'un qui est. C'est un photographe, c'est quelqu'un qui est un indépendant au sens travailleur du terme, donc qui a jamais été salarié. Donc c'est pas lui qui rapporte l'argent à la maison. Lui, il fait les travaux, il bosse sur la maison de campagne dans laquelle il rêve de travailler. Donc c'est des trucs sur le long terme. Donc il rapporte pas d'argent, mais il travaille avec ses mains à construire leurs rêves. Mais du coup, dans le modèle patriarcal traditionnel, c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison et c'est les parents qui pourvoient aux besoins des enfants. Et là, on était dans une inversion totale. Et donc avec ma mère, ça passe très vite. Elle sent que je fais un geste parce que ça me fait plaisir. Mais avec mon beau-père, avec qui j'ai pas toujours eu des relations hyper faciles, il a fallu trouver une acrobatie pour ne pas non plus le démettre de trop de certitude par rapport à son rôle. Parce que je savais pas vraiment lui comment est-ce qu'il voyait la situation. Donc ce que j'ai dit à ma mère, c'est de lui dire que je donnais de l'argent à ma mère. On est bien d'accord que c'est son fiston à lui, c'est ça? À lui, ouais. Okay, en plus, moi c'est mon demi-frère. Oui. Donc moi ce que j'ai dit à ma mère, c'est: je te donne de l'argent. Tu veux t'acheter des Nike Air avec, tu t'achètes des Nike Air. Tu veux payer les études de mon petit frère, enfin de mon demi-frère, tu fais. Mais du coup c'est ton choix. Et du coup ça... C'est pas un interventionnisme de moi dans votre couple, c'est une opportunité que je te donne, entre guillemets, je te le fais parce que je suis ton fils, et c'est à toi de gérer la manière dont tu fais ça avec ton mari. Okay. Et ça m'a permis de pas marcher sur une mine qui, je pense, aurait été compliquée à éviter, quoi. Et t'as la sensation de l'avoir fait, de t'avoir réussi à te libérer de cette obligation de vouloir le faire pour aider ta mère? Tu l'as fait totalement par amour?
Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je l'ai fait pour 2 raisons. Je l'ai fait parce que mon petit frère, il voulait vraiment faire cette école et je sentais que ça allait pas être possible. Et je sentais qu'en plus, il allait briller. Et c'est le cas. C'est une école d'art numérique, en fait. Et c'est un créatif. Il touche à tout. Il est brillant. Tout ce qu'il fait, c'est très, très énervant, d'ailleurs. Et Pourquoi ? parce que je suis un peu jaloux, en fait. Ah oui, parce qu'il a une facilité à prendre un sujet et à devenir la référence mondiale dans ce sujet et de passer à autre chose qui est assez déconcertant. Okay. Et donc, je le fais parce qu'en fait, ils sont en engueulade constante entre lui et son papa. Et ça mine ma mère. Et elle pleure régulièrement au téléphone. Elle me dit qu'en plus en confinement. Donc elle peut pas s'échapper. Ils s'engueulent à propos de l'argent ? Non, ils s'engueulent à propos du fait que l'argent, en fait, c'est le non-dit. Oui. Lui, il y a toujours eu des tensions en fait entre mon petit frère mon demi-frère et son père, parce que lui, il a pas de diplôme. Et je pense qu'il a un complexe. Et c'est quelqu'un de brillant en plus. Et donc du coup, c'est l'exemple typique de mon fils, fais pas les erreurs que j'ai faites. Il faut que tu vises au maxi le plus haut possible. Donc tu dois faire les plus grandes écoles, etc. Et aux yeux de son papa, ce choix-là, c'était un choix assez médiocre en fait. C'était un choix comme si on annonçait qu'on visait 12 sur 20. Et le prof disait mais pourquoi tu vises pas plus ? Et donc il y avait cette tension là autour du fait qu'en plus ça allait c'était pas possible, etc. Et donc j'ai essayé, c'était un coup de poker, soit je permettais à mon frangin de faire cette école, il brillait et peut-être qu'il allait avoir une relation différente avec son père, qui allait découvrir enfin son fils, non plus dans une situation de 10 sur 20 scolaire, mais dans un truc où vous pouvez briller et devenir quelqu'un de passionné parce qu'il a toujours été passionnant. Ou alors ça allait foirer, quoi. Et en fait, j'ai eu un coup de bol, c'est que j'ai expliqué à mon frère exactement qu'il venait d'avoir 18 ans, d'où venait cet argent, d'où venait la possibilité qu'il fasse cette école, pour le responsabiliser, pour lui dire il faut que tu saches que j'ai gagné au loto et que, entre guillemets, et que le premier truc que j'ai fait, c'est de t'ouvrir cette porte-là. Et je te fais confiance, j'irai pas fliquer tes notes, j'irai pas regarder quoi que ce soit, mais je te fais confiance en tant qu'adulte pour faire honneur à cette chance-là, en fait. Et il l'a fait, et il est brillantissime, il est premier, et il s'éclate, quoi. Donc, alors c'est un peu plus compliqué que ça maintenant, parce qu'il veut peut-être faire autre chose. Oui. Mais en tout cas, pendant 2 ans, il a surkiffé. D'accord. Et ça a été un sacré moment, parce que lui, il s'est senti adulte. Et j'ai essayé de trouver une formule, entre guillemets, où j'infantilisais personne. Ouais, c'est malin, franchement. Aujourd'hui, tu as acheté cette maison, enfin, vous avez acheté cette maison. Il te reste quelques centaines de milliers d'euros. Il me reste à peu près 150 000. Ok. À peu près. Avec le budget travaux un peu dedans et un peu dehors, disons. Disons qu'il me reste un petit peu plus de 150 000. Et vous êtes tu disais tout à l'heure, vous êtes dans un rythme de vie où vous n'avez pas besoin de grand-chose ? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'exceptionnel. Ouais. Les travaux, ça coûte cher. Les matières premières, ça coûte cher. Là, on est en réflexion, notamment avec l'Ukraine, le gaz, tout ça, de comment est-ce qu'on peut être le plus libre possible. C'est toujours le maître mot. Donc, pour ça, j'installe un poêle à granules. On se fait livrer du bois. On est en train de changer le chauffage. On est en train de faire des travaux d'isolation, etc. Donc, tout ça, c'est des besoins financiers. Mais c'est des besoins financiers qui ont un but, c'est le fait de les faire une fois et d'être indépendant. Okay. Géopolitiquement et financièrement, nous, personnellement. Mais en fait, dans notre vie quotidienne, on est assez peu dépensier. On peut craquer pour un truc comme ça. Là, j'écoutais ton podcast où tu t'es dit, je me suis fait plaisir, j'ai vendu Mademoiselle, j'ai acheté une télé. Oui. Et ben voilà, moi j'ai acheté une télé. Oh là là. T'as acheté une télé plus grosse que moi, j'espère. Je sais pas. Et on est dans une situation rigolote. En fait, on a les 2 télés côte à côte parce que Marine joue à la GameCube et on a une vieille télé avec une Péritel. Ah oui, ok. Donc, t'es obligé d'avoir une vieille télé. Mais sinon, en fait, on se fait pas des gros. Là, on va partir en voyage de noces, on fait un road trip. On va visiter la Slovénie, l'Autriche, etc. Ça va être hyper chouette. Mais en fait, au quotidien, notre rythme de vie, on dépense assez peu. Et non pas par avarice, mais vraiment parce que de manière naturelle. Une forme de frugalité, quoi. Exactement. Vous dépensez pas grand-chose. J'ai vachement été influencé par les écrits, plus que par le personnage qui est plus discutable, mais les écrits de Pierre Rabhi. Okay. Sur le fait pour être libre, il faut avoir pas besoin de grand-chose. C'est con parce que le terme technique qui centralise son idée m'échappe. C'est la frugalité, je crois. La frugalité, ouais. Enfin, c'est... Ok, c'est peut-être pas ça. C'est un synonyme. Oui. L'idée est parfaitement là, donc mais voilà, on est assez frugaux.
Là, on est en pleine période de sécheresse, donc on est en train de mettre des trucs de récupération de flotte, etc. On est plus dans une idée de comment est-ce qu'on peut optimiser ce qu'on a déjà, plutôt que faire une course à ce qu'on pourrait avoir de plus. D'accord. Et donc en fait, on est libre là-dessus. T'as quel âge ? J'ai 31, je vais avoir 32 ans là dans pas longtemps. T'as quitté ta boîte ? J'ai quitté. Alors voilà, février, c'est ça ? Non, donc je t'ai contacté fin février et c'était comme je te disais une grosse période de questionnement. Et j'ai quitté ma boîte fin avril. Ok. Et alors ça a été pareil, une grosse période parce que on venait. C'est une boîte dans laquelle je veux pas me auto-octroyer des lauriers ou des fleurs, mais j'avais une très très bonne réputation. J'ai vraiment, je pense, fait du bon travail. Et donc en fait, j'avais des augmentations qui tombaient tous les ans, etc. J'avais pas besoin de réfléchir. J'étais dans une situation qui était très confortable. Mais on était arrivé à 4000 personnes. Moi, j'aime travailler dans des petites structures. Je m'y perdais complètement. J'avais perdu cette espèce de liberté toujours que j'avais gagné à la sueur de mon front entre guillemets, qui me permettait de faire ce que je voulais dans un environnement relativement petit comparé à la taille, etc. Et je me disais finalement, financièrement c'est très intéressant, mais je m'y retrouve plus. Et j'ai fini par partir. Et là ça a été très compliqué aussi, parce que les Américains sont très forts pour te mettre des menottes dorées. C'est-à-dire qu'à la fin de ma période de déblocage de stock option qui a duré 4 ans, moi je me disais c'est bon, le distributeur est vide quoi. Et ils te disent non, on va te refiler des trucs. Et en fait, ils te refilent un calendrier de 4 ans d'obtention d'actions gratuites cette fois. Rappelons pour les gens qui ne savent pas que les stock options, ça sert avant tout à fidéliser les salariés. Exactement. Donc en vrai, c'est normal qu'ils te reproposent. Mais tu vois, moi j'ai une approche très naïve en fait de ce truc-là, parce que c'est pas dans ma culture. Et... pourquoi tu crois qu'ils feraient ça sinon, si c'est juste pour dire en fait tu restes avec nous et en fait on garde les meilleurs quoi. Exactement. Et donc du coup à la fin de ces 4 ans, donc j'ai plus de calendrier de stock option, mais ils me disent non mais t'inquiète, on te remet un calendrier pour cette fois des actions gratuites. Donc si tu restes 1 an, tous les 3 mois tu vas avoir tant d'actions qui vont tomber, etc. Et puis ensuite l'année d'après ils m'en refilent un, ce qui est pas forcément commun, mais comme je performe bien entre guillemets, etc. Puis l'année d'après ils me disent qu'ils vont m'en remettre un. Et donc tu commences à faire des calculs. Tu commences à te dire si je reste 6 mois de plus, machin, etc. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire au début. J'ai fait un tableur Excel, tu vois, pour essayer de voir combien de temps il fallait que je reste pour maximiser, machin. Et au final, je me suis rendu compte que ma santé mentale était un peu en jeu. J'étais devenu manager de 12 ou 13 personnes. Je passais ma journée de 9h à 18h30 à faire des zooms avec des Américains ou des Français par tranche de 30 minutes, sans pause, quasiment. Vraiment, j'étais dans un état un peu cassé. Et je me suis rendu compte que en fait, à quoi bon que je pouvais rester 1 an de plus et gagner plus d'argent, ou je pouvais m'arrêter et je pouvais faire un vrai travail psychologique sur moi-même, sur faire une pause, etc. Et donc là, il s'est posé la question de qu'est-ce que je fais ? Et ça a été le grand saut dans l'inconnu. Et j'ai envisagé deux options. Je voulais être torréfacteur de café, où je voulais vérifier si je pouvais encore prendre du plaisir dans ce métier-là, qui est en fait une passion. Et donc j'ai parlé au torréfacteur du coin, parce que je suis un passionné de café, dégustation, je torréfie à la maison, etc. Et en fait, lui, il voulait pas travailler avec quelqu'un, il voulait être libre, toujours. Il voulait être tout seul. Tu veux dire, t'es allé voir un torréfacteur ? Je suis allé voir le torréfacteur chez qui je vais. J'ai la chance d'avoir un super torréfacteur à 1 kilomètre de chez moi. Et je lui ai proposé de travailler avec lui. Et en fait, je l'ai senti hyper emmerdé parce que il voulait pas me dire qu'il menait sa barque tout seul et qu'il était très content et qu'il voulait pas grossir. Il était parfaitement heureux. Comme mon collègue tout à l'heure, le même sentiment. Et donc je me suis dit, j'ai pas envie d'entrer en concurrence avec un mec que j'aime beaucoup, que je respecte dans un petit village, alors que j'y connais pas grand chose, j'ai pas le matos, etc. Laissons à cette passion une chance. Et j'ai retrouvé un job dans une start-up qui correspond à l'état de ma boîte quand je l'ai rejointe en fait. Tu refais le cycle. Exactement. Il s'avère que cette start-up, ils ont un mécanisme de stock option. Mais cette fois, je crois que je vais laisser passer. C'est beaucoup de stress. Et en fait, j'arrive un peu trop tard pour que ça... je pourrais gagner 100 000 euros là-dessus. Mais je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire que je veux pas évidemment cracher sur cette somme. Hein, mais par rapport au stress que ça engendre, le fait de regarder si ça monte, ça descend, de revenir au casino, je préfère laisser les portes du casino fermées, avoir mon salaire. Et en fait, avoir la possibilité d'avoir ce que j'ai jamais eu dans ma vie, avoir un job un peu 9 to 5, c'est-à-dire je vais au travail, j'en sors et j'oublie mon travail jusqu'au lendemain, chose qui n'a jamais été très naturelle chez moi, mais qui m'a coûté psychologiquement assez cher aussi. Et donc du coup, je suis libre de pouvoir envisager mon travail d'une manière différente.
Il paraît que sa boîte est géniale, mais je le sais pas parce que j'ai passé des entretiens avec eux, mais je leur ai dit j'ai besoin de 4 mois pour me retaper. Ok. Et là, le jour où on se parle, j'en suis à peu près, il me reste à peu près 1 mois et quelques de vacances. Je commence le 29 août. Donc c'est un saut dans l'inconnu. On verra ce qui se passe, mais je peux pas trop en parler parce que j'ai pas commencé quoi. Non, mais c'est cool. Et donc là, j'ai fait plein de trucs pendant ces 4 mois. Tu vas avoir un beau salaire. J'ai pris un gros pay cut. J'ai pris une grosse diminution de salaire par rapport à ce que. Enfin, pay cut, diminution de salaire. Ouais, pardon, excusez-moi, c'est déformation de je suis là pour traduire. Des Américains. Mais j'ai pris une diminution de salaire substantielle. Allez, j'ai toujours un salaire qui est. Tu vas gagner combien ? Je vais gagner. Alors, j'étais à 100 000 euros quand je suis parti de ma boîte. 100 000 euros par an ? 100 000 euros par an brut. Et là, je vais être aux alentours de. Il faut que je me rappelle, je crois que c'est entre 55 et 60. Ok. Tu vas faire quoi là-bas ? Tu vas être CTO ? Je vais être dev. Okay. Non, même pas. En fait, ouais, c'est ça. Je reviens aux sources de ce qui m'a fait tomber amoureux de ce métier. Ok. Pas de management, etc. Et c'est une boîte qui a fait une réflexion assez énorme sur. On rentre pas dans une équipe, on peut changer d'équipe de projet en projet, on peut faire du management et on peut en sortir, etc. Ce qui était un peu moins flexible là où j'étais. Donc le maître mot, c'était ça. C'était retrouver finalement la source de mon plaisir dans ce travail, mais en pouvant capitaliser sur le fait que j'étais libre de pouvoir accepter ce travail qui était moins payé que celui d'actuel, mais je pouvais le faire en fait, parce que j'avais pas d'emprunt. Ok. Donc c'est pas le modèle capitaliste expliqué aux enfants qu'on trouve dans les livres, c'est plus faites n'importe quoi et espérez que ça marche, mais là pour le coup... Il te reste encore des actions dans Alors il m'en reste. Ouais, alors... je fais une toute petite parenthèse, mais moi je viens d'une famille qui est plutôt culture gauche extrême gauche. Donc voilà, à la base j'ai pas une c'est pas naturel pour moi ce genre de choses. T'as pas cette peur de manquer là par hasard non plus quoi, tu vois. Il y a un moment donné où c'est aussi culturel quoi. C'est ça. Et mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai à peu près vendu 60, disons 2/3 de mes actions. Et j'ai quasiment pas touché au reste, en disant on verra plus tard. Et en fait, la raison pour ça, c'est que je te parlais de paralysie tout à l'heure. Et il faut imaginer qu'on a une table de casino où on a des jetons, on joue depuis un moment et pour l'instant on gagne. Tant qu'on gagne, on reste parce qu'on va continuer à gagner. Mais à partir du moment où on commence à perdre, on reste parce qu'on veut se refaire. Et ça, quand ça monte, je te parle du coup du prix de l'action sur le marché, on reste, et quand ça descend, on vend pas parce qu'on perd de l'argent qu'on avait virtuellement. Et en fait, pour se défaire de ça, j'ai vendu à un moment. Et c'était en plein Covid, donc ça avait pris un petit coup, puis c'était remonté après. Il y avait beaucoup d'actions type Zoom, etc., qui étaient montées à fond et qui se sont pété la gueule de manière violentissime derrière. Et donc j'ai vendu à un moment où c'était à peu près à $66. Et entre-temps, on est monté à presque 200 à un moment. Et j'ai gardé le reste pour plus tard. Et tu t'es jamais dit, entre-temps, putain merde, en fait, je suis passé de 60... J'aurais pu avoir mes actions de 0,85 à 200, quoi. Non, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je disais, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens dans la boîte qui ont négocié un plan d'épargne d'entreprise sur lequel on pouvait mettre des actions. Donc fiscalement, c'est très intéressant. On paye moins d'impôts. Mais ça implique de bloquer ces actions pendant 5 ans. Donc c'est une prise de risque énorme, et la seule condition de déblocage, c'est la mort. Donc si je meurs, Marine peut potentiellement faire ce qu'elle veut avec ses actions. Fais attention à toi. Voilà. Peut-être elle va te pousser dans les... Pardon. Mais je compte sur toi pour lui poser 2-3 questions pas innocentes quand je suis pas là. Mais voilà, donc du coup, j'ai décidé de prendre le risque maximal avec ce qui restait, en disant je les bloque pendant 5 ans, advienne que pourra, les marchés montent, les marchés descendent. Mais dans l'état actuel des choses, j'en ai pas besoin. Donc si jamais je regagne l'auto, génial. Et là, il va falloir que je me repose des questions sur qui je suis et qu'est-ce qu'on veut faire. Mais si jamais je perds au loto, en fait, j'ai déjà gagné une fois, donc on va peut-être pas. C'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon non plus, quoi. Et ça, c'est libérateur, parce que du coup, en fait, je regarde plus rien, je regarde pas le cours de quoi que ce soit, je fais pas de calcul. J'ai fini pendant 4 ans et demi, et si dans 4 ans et demi, à peu près, au moment où ça se débloque, ça a monté, tant mieux, on verra. Peut-être que j'y toucherai pas tout de suite, peut-être que je me poserai la question de qu'est-ce que je lègue à des enfants, parce qu'on est en train de réfléchir potentiellement à avoir des enfants, donc voilà, histoire de daron. Donc il y a plein de questions, mais je les ai gardées. Ces questions-là, et ces possibilités-là, je les ai gardées pour plus tard. Ok. Et je prends le risque que ça vaille rien et que tant pis. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ? C'est
Bah en fait, entre l'Uruguay, entre ma famille, entre mon frangin, entre le Covid, entre la vente, entre le boulot, de manière assez... je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais on a à peu près fait la chronologie finalement. Il s'en est rendu compte. Ce qui est intéressant, c'est l'argent dans le couple, justement. Parce que Marine, tu pourras ou tu le feras pas, tu feras comme tu veux, mais elle est dans un job, elle travaille à la mairie du village dans lequel on s'est installé. Donc elle touche le SMIC. Donc il a fallu, surtout au moment déjà où on s'est rencontrés, elle bossait dans des labos en tant que technicienne de laboratoire. Elle n'avait pas un salaire faramineux et moi j'avais un salaire de développeur qui était plus confortable. Et donc dès l'inception de notre relation, il y a eu une dissymétrie à ce niveau-là. Et il a fallu qu'on ait des discussions très tôt sur comment est-ce qu'on voulait gérer ça. Et en fait, nous on a vu deux modèles. On a des copains... la personne qui t'a interviewé dans Histoire d'argent en parlait des couples qui font des splitwise ou des three count. Des three count. Ok, on a un couple de potes qui font ça. Et si en gros, c'est une appli, si vous l'avez pas, mais c'est une appli qui permet de pouvoir tout compter ce que chacun paye et de ce que chacun doit à l'autre. Voilà, exactement. Et donc on fait ça nous dans des week-ends de potes, machin. Mais il y a des couples qui le font juste entre eux. Ouais. Et donc du coup, ça veut dire que si ils veulent faire une folie et ils veulent acheter ou dépenser de l'argent pour X ou Y, si l'une des deux personnes n'a pas la capacité de le faire, ils le font pas. Et puis il y a l'option que nous on a choisie avec Marine, c'était d'accepter le fait que ce sera pas 50-50. Et qu'en fait on essaye de contribuer à la hauteur de ce qu'on gagne sans... On a eu une conversation assez franche et assez ouverte dessus parce que ma peur numéro 1 c'était de diminuer la valeur qu'elle se donnait du coup, de sentir qu'elle était moins que. Et ça a été hyper compliqué. Et ça n'a pas... C'était compliqué pour toi ou pour elle ? C'était compliqué pour les deux, en fait. Okay. Ça a été compliqué parce que chacun voulait pas blesser l'autre. Et à titre perso, ça a été compliqué parce que vraiment, je voulais pas lui faire sentir que du fait qu'elle gagnait moins, on n'avait pas la possibilité de faire tel truc, etc. Et peut-être pour elle, ça a été compliqué. Il faudra que tu lui poses la question. Okay. Et ça ne s'est pas arrangé avec cette histoire d'action. Et où là, on a carrément lâché l'affaire. Là, c'était... non, je t'invite, il n'y a pas de problème, etc. On joue au jeu de t'es sûr, etc. Et je lui dis oui, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, toutes ces histoires, notamment le long mail que je t'ai envoyé, et toutes ces réflexions au fil du temps de je prends des risques, je prends pas de risques, je le vends, être libre, etc. Ça m'a débarrassé d'une énorme partie de ces insécurités-là, et j'ai beaucoup plus de facilité à dépenser de l'argent pour me faire plaisir. J'ai jamais eu aucun problème pour faire des cadeaux, mais me faire plaisir à moi, c'était impensable. Parce que c'était dépenser de l'argent dont je pourrais avoir besoin plus tard. Et donc du coup maintenant je me fais des cadeaux, et une très belle manière à mon sens de me faire des cadeaux, c'est de faire plaisir à ma femme. Et donc du coup j'ai aucun problème à faire ça. Mais alors là du coup, si on n'était pas 50-50 avant, on l'est plus du tout maintenant, quoi. Tu sais qu'il y a un autre truc aussi qui est très masculin, c'est d'avoir beaucoup de mal à recevoir. Ouais, j'ai pas le sentiment d'être mascu au sens masculiniste du terme, mais je pense que je veux dire, c'est un peu une forme d'énergie masculine, quoi, tu vois, de se dire non, moi en fait je vais donner, et en fait recevoir c'est plutôt, si tu vois, tu peux le voir comme tu peux le voir plutôt comme féminin, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. L'homme, je vois ce que tu veux dire. L'homme éjacule avec son spermatozoïde et la femme reçoit. Non, mais tu vois. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais une image de moi-même où, tu vois, je me prenais pas pour quelqu'un de très masculin, je suis pas forcément très imposant physiquement, etc. Mais j'ai découvert des comportements très masculins, stéréotypiques dans ces histoires de gestion d'argent. Parce qu'en fait, on est tous éduqués dans la même putain de société. Et que, en vrai, t'as beau faire attention à comment tu gères, comment t'es déconstruit, etc. C'est en te regardant faire que tu te rends compte que, putain, en fait, merde, j'ai aussi ce côté-là chez moi, quoi. Exactement. Et donc, je reviens sur un truc que j'ai dit qui, moi, en fait, a été l'événement fondateur de ces quelques dernières années, que je résume comme ça, c'est j'étais obnubilé par le fait de ne pas vouloir laisser ce gain d'argent me changer, mais pour m'assurer de ça, il a fallu que je comprenne qui j'étais et comment je fonctionnais. Et j'ai découvert des trucs qui n'étaient pas forcément glorieux, et j'ai découvert des trucs sur lesquels j'étais finalement assez fier de moi, et ça m'a permis d'avancer. C'est quoi les côtés obscurs alors que tu as découvert ? Je me fais jamais de cadeaux, je me fais pas plaisir en fait, okay. Je m'achète pas de fringues, littéralement je suis hyper content d'avoir trouvé un pull Element qui me va hyper bien dans les poubelles de mon village. Et je l'ai lavé, il sentait bon, il n'y avait pas de trou, je l'ai lavé. Je fais dans la débrouille, en fait, alors que j'ai pas besoin. Mais je trouve ça limite ludique, en fait, de
d'être dans la débrouille. Mais tant que t'en fais un jeu, c'est cool. Ouais, c'est à partir du moment où ça te paralyse et que ça te fait peur. La ligne peut être ténue en fait. Et donc j'ai aucun problème et ça m'amuse quand effectivement c'est ludique. Et tiens, Marine, regarde, j'ai trouvé des fringues. Et puis elle me dit, putain, mais c'est pas possible. Tu peux pas t'en acheter une fois pour. Hein. Et il y a des fois, ben en fait, on a envie de jouer et quelque part ça nous paralyse aussi. Et ça a été alors. Je sais plus. Par exemple, voilà, je te disais tout à l'heure, je suis passionné de café. Il a fallu que mes potes m'offrent une machine espresso pour mon anniversaire à Scotties parce qu'il était impensable de m'en offrir une. Et donc je faisais ma petite tambouille avec une Aéropress que j'avais acheté 30 balles, machin, droite à gauche, qui sont très bien. Et t'avais déjà gagné tes sous. Ouais, c'est ça. T'aurais pu prendre. Oui, j'aurais pu me faire plaisir. T'aurais pu même acheter une. Mais je me faisais pas plaisir. Cafetière de ouf. Mais je me faisais pas plaisir parce que en fait, ça a trait, je pense, à une autre partie de mon caractère qui est. On parle d'éco-anxiété en ce moment, etc. Nous, la sécheresse en Ardèche, elle est très forte. On a la rivière en bas de chez nous. Ouais. Donc nous, on enchaîne sécheresse et inondation en bas de chez nous. On a eu les deux. Et donc c'est un truc. On est en plein épisode de canicule. Ouais, c'est ça. Nous, il fait 39 degrés chez nous. On vit dans le noir parce qu'on ferme tous les volets, etc. Donc ce truc de la consommation a des conséquences. En fait, on la touche du doigt. Et donc il y a quelque chose de très qui est lié à cette période-là de la société humaine aussi. Et je me dis, ok, on vote avec son portefeuille. Et donc, une des manières de voter, c'est de pas acheter, en fait. Et donc, c'est très présent chez moi. Et ça peut prendre une proportion qui est de pas se faire plaisir et de se laisser un peu paralyser par ce truc-là. Oui. Et ça, tout est dans la demi-mesure. En tension, ouais, c'est ça. Et donc, ça dépend aussi de... Est-ce que je suis dans une disposition où j'accepte de me faire plaisir ? Est-ce que je sens que je l'ai mérité, entre guillemets. Et c'est pas forcément facile ces moments-là où Marine est hyper forte pour me mettre un coup de pied au cul et me dire bien sûr que tu l'as mérité, arrête de t'emmerder. Et puis même si tu l'as pas mérité, tu peux le faire. Alors te fais pas chier. Et en fait, elle m'a permis de lâcher des trucs mais qui m'ont paralysé toute ma vie, quoi. Je vais aller la retrouver, ou enfin elle va venir ici en tout cas. Merci beaucoup Balthazar, c'était vraiment passionnant. Vraiment, je te promets que c'était passionnant. Merci beaucoup de m'avoir relancé, ça fait plaisir. Même moi aussi. N'hésitez pas à me relancer, pas trop tous en même temps s'il vous plaît, parce que sinon en fait au final on reviendra exactement au même problème. Mais surtout n'hésitez pas de temps en temps si vous vous dites tiens en fait il m'a pas répondu, de me renvoyer un petit mail, ça fait toujours plaisir. Un grand merci à toi. À toi aussi. C'était top. Ceci est donc ta voix. C'est très perturbant à entendre. Salut Marine. Bonjour. Merci Fabrice. beaucoup de venir répondre à ton tour et de venir ajouter en fait ce petit segment. C'est la première fois que je fais ça, tu vois, d'avoir mari et femme comme ça, mais sur un sujet particulier. Si vous l'avez jamais entendu, je vous invite à écouter Cédric et Noëlla, où on a un épisode qui fait 1h30, même un peu plus, où on discute plus en profondeur. Balthazar nous expliquait un peu avant, tu l'as pas vu, t'étais pas là, que en fait l'argent a été une question dans votre couple, notamment parce que toi tu gagnes un SMIC. Un peu moins, ouais, parce que je travaille que 25 heures. Ok, donc tu as plutôt décidé d'avoir une vie qui est un peu plus tranquille par rapport à l'argent et par rapport à... surtout que ça me permettait d'avoir plus de temps chez moi, en fait. C'est exactement ce que je voulais dire, mais je n'ai pas... Voilà. D'avoir un équilibre. Vie pro, vie perso, un peu plus tranquille. Et de son côté, Balthazar, j'ai l'impression que lui, en tout cas, peut-être un peu moins maintenant, mais il a vraiment eu une volonté de réussir sa vie professionnelle, etc. En tout cas, de mettre les moyens pour y arriver. Ouais. Alors, avec toutes ces peurs qui l'ont accompagné. Mais je pense que, moi perso, j'ai plus l'impression que il a eu du bol sur la passion qu'il a eue, en fait. Où, en fait, sa passion, c'était les ordinateurs, à un moment. Et en fait, il a eu du bol parce que ça rapporte de l'argent. Mais il y a un moment où il se posait des questions s'il allait pas vendre des guitares, ça lui aurait pas rapporté beaucoup d'argent, tu vois. C'est clair. Mais c'était vraiment que c'était sa passion et il a de la chance parce que c'est en total, ça évolue beaucoup et c'est des gens qui sont très très bien payés. Comment t'as vécu, toi, cette différence de salaire au sein de votre couple ? Déjà, j'imagine depuis le début. Vous vous connaissez depuis quand ? Parce que ça, pour le coup, j'ai pas... Ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble.
Et ce qui est rigolo, c'est que moi quand on s'est rencontrés sur Adopt, un mec, et du coup moi je savais pas foncièrement ce qu'il faisait quand on s'est rencontrés, et quand on s'est rencontrés la première fois qu'on s'est vus, il m'a emmené manger une glace. En plein mois de décembre, c'était pas forcément le moment pour manger une glace, mais j'ai dit ok, je suis, pourquoi pas. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que moi, je savais pas du tout le métier qu'il faisait, l'argent qu'il gagnait et tout ça. Et moi, j'ai eu ce truc de la glace qu'on a mangé ensemble. Après, on allait boire une bière, mais la glace qu'on a mangée ensemble, je lui ai dit non, mais je paye. Tu vois, parce que je sais pas, j'avais ce truc de moi, j'ai beaucoup vécu seule, j'ai jamais gagné beaucoup d'argent, mais je voulais être la meuf, je me paye ma glace, tu vois, t'inquiète. Indépendante. Ouais, voilà. Non, mais ouais, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on dit, quoi. C'est ça. Et après, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure où j'ai su qu'il gagnait bien sa vie et j'ai pas eu, je me rappelle pas vraiment qu'il m'ait dit un jour, coucou, je gagne tant et voilà, tu vois. Toi non. Ok. Voilà. Il a toujours été, en tout cas c'est ce qu'il raconte, il a toujours été dans un rapport assez tranquille, même en voulant, je crois que de son point de vue, ce qu'il m'a raconté, c'est que ça a été une vraie tension pour lui de ne pas venir te dire non mais calme-toi avec ton argent, tu vois, de te remettre aussi à la bonne place, quoi, et de pas définir ta valeur par ton salaire, quoi. Non, du tout. On n'en parlait pas vraiment et je pense que lui, il est pas tant dans cet aspect-là, je pense qu'il est plus choqué de ce qu'il gagne. Okay. Plus que fier de ça en fait. C'est culture d'extrême gauche. Ouais, voilà. C'est la famille qu'il a derrière, qui ont jamais vraiment beaucoup gagné d'argent, mais qui s'en sont toujours sortis parce qu'ils sont très forts. Et puis son père qui gagnait de l'argent, mais ça l'intéressait pas parce qu'il avait des trous dans ses pulls et il cultivait ses potirons dans le jardin. Il était content, tu vois. Donc il a jamais eu ce truc-là. Je pense qu'il s'est dit j'ai de la chance et puis et je pense que derrière je suis pas sûre qu'il ait beaucoup géré tout cet argent. Il s'en est pas forcément servi. Bon, il a acheté un appartement très tôt, mais tu vois, tu le croises dans la rue, tu sais pas qu'il a de l'argent en fait. Ça se voit pas et c'est pas que je lui fais des remarques souvent, mais des fois il me dit j'ai trouvé un t-shirt dans une poubelle. Je dis, mes frères, va t'acheter des t-shirts, je sais pas. Il en a parlé. J'imagine, j'espère, parce que s'il a pas parlé de ça. Mais il raconte qu'il y a une forme de joie aussi pour lui, tu vois, d'aller dénicher des trucs. Là, pour moi, c'est plutôt valable, quoi, tu vois, dans ce sens-là. Si c'est pas juste de la trouille et que tu te dis, j'ai pas envie d'aller acheter un t-shirt. Non, mais il est juste content, en fait. Ouais. Il se dit, un pull dans la rue, s'il me va, je le prends, tu vois. Ok. Il préfère ça. Je sais pas s'il t'a raconté l'histoire de la chemise gratuite. Non. Mais tu vas me la raconter, je vais te la raconter. Donc il était à New York pour le boulot, moi j'étais pas là, et il me raconte, j'ai plus beaucoup de vêtements propres, donc je suis allée chez Gap ou j'en sais rien, tu vois, une marque comme ça, et il me dit je m'achète une chemise et des t-shirts, et puis bon, il y avait une chemise gratuite, mais je l'ai pas prise. Je dis mais pourquoi tu l'as pas prise? Il me dit j'en ai pas besoin. Je dis oui, mais elle est gratuite, tu vois. Et genre, ça m'est sorti. Je sais pas pourquoi j'ai une réaction comme ça où elle est gratuite, prends-la, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais j'en ai pas besoin, c'est pas grave. Et ça a été vraiment, on en rigole souvent de ce truc-là, mais ça me paraissait complètement insensé, tu vois. Vous avez l'air d'être plutôt aligné là, tu vois, tu racontes un peu des trucs où il va trop loin, j'ai l'impression pour toi, mais j'ai l'impression aussi que vous êtes assez aligné sur votre mode de vie. Vous avez choisi vous avez choisi un mode de vie un peu plus frugal, vous dépensez moins d'argent, etc. C'est un peu un objectif. Je sais pas si c'est un objectif, c'est genre une manière de vivre comme ça en fait, où on n'a pas besoin, on se fait plaisir beaucoup, mais on n'a pas besoin de grand chose, tu vois. Bon après. Tu vois, on a une grande maison en Ardèche, mais on a pris une grande maison pour accueillir des gens, pour que ce soit facile pour eux, parce que l'Ardèche, c'est vraiment très compliqué de venir. Mais on a ce fonctionnement où lui, l'argent qu'il gagne, c'est son argent, en fait. Et donc, on a un compte commun, mais on a chacun des comptes perso, parce que moi, en fait, c'est tellement... La quantité d'argent qu'il a est tellement différente par rapport à ce que moi j'ai, que je peux pas assumer en fait. Je vais pas on va pas tout mettre ça sur un compte et moi m'acheter des chaussures en me disant mais en vrai est-ce que je peux me les acheter par rapport à moi ce que je gagne, est-ce que en fait si je les achète ça va pas être en vrai lui qui me les achète, et on a beaucoup ce fonctionnement où
aussi quand on s'est mariés, on a fait un contrat de mariage. Ouais. Tu vois, je sais pas s'il en a parlé, mais c'était important pour moi de dire que c'est pas le but quand tu te maries, mais si jamais ça part en cacahuète, moi je veux pas partir avec une partie de son argent parce que c'est pas à moi en fait. Et parce que moi j'ai toujours très peu gagné ma vie, mais ça m'allait et je gérais comme je peux mon argent. Mais c'est tellement différent que voilà, j'en profite quand même parce qu'on a un niveau de vie qui est plus élevé que si j'étais seule. Parce que c'est souvent que moi qui fais les courses parce que j'ai le permis et pas lui, tu vois, il travaille plus que moi aussi. Mais quand je fais les courses, par exemple, j'ai ce truc de je regarde pas vraiment en fait. J'achète des choses de qualité et plutôt locales, machin. Sur les courses, vous mettez en commun, c'est ça ? Vous avez un compte commun sur lequel vous mettez ? En fait, on a un compte commun où on a mis un peu au prorata de ce que chacun pouvait mettre. Donc on a un appartement à Lyon qu'on a acheté ensemble où moi du coup j'ai 15% je crois à peu près sur cet appart parce que c'était ce que je pouvais mettre et du coup moi je verse les sous pour rembourser moi la partie de spray et un peu de sous aussi pour les courses par exemple et puis autres charges tu vois. Et lui, il met plus en fonction de ce que lui peut mettre. Mais c'est un truc où on en a discuté et on a dit, bah toi, qu'est-ce que tu peux mettre pour derrière pouvoir te faire plaisir quand même ? Et moi, qu'est-ce que je peux mettre où c'est legit par rapport à ce que je gagne ? Et donc du coup, nous, ça nous permet de faire les courses et de faire autre chose, tu vois. Mais c'est un truc où on en a vraiment discuté parce que c'était pas possible pour nous de faire 50-50 et on trouvait ça pas débile, mais pas logique de faire 50-50. Je connais des gens qui font vraiment 50-50, tu vois. Si un tel veut s'acheter un canapé, et bah l'autre personne doit aussi mettre la moitié sur le canapé. Nous, c'est pas ça. Nous, il a acheté une télé il y a pas longtemps, il voulait se faire un kiff et je sais que t'as fait ça aussi il y a pas longtemps. On en a parlé. Et il m'a dit, bah on va s'acheter une télé. Je suis allée avec lui, on en a discuté ensemble. Mais c'est lui qui l'a payé, tu vois. Oui, bien sûr. C'est le mariage, on n'aurait pas pu faire le mariage qu'on a fait si on avait dû faire 50-50. Mais moi, j'ai quand même, par exemple, j'ai dit, bah, je vais quand même payer un truc symbolique où j'ai payé, on a fabriqué nos bagues, par exemple, tu vois. Et ça, c'est moi qui l'ai payé, par exemple. Mais c'est parce que c'était faisable, moi, pour mon porte-monnaie. Et t'es à l'aise, toi, avec ce système ? Bah, je suis à l'aise parce qu'on en a discuté et qu'on est ok avec ça et que de toute façon, ce serait trop triste en fait de se mettre des barrières juste parce que moi je gagne rien. Et en fait, en vrai, le boulot que j'ai pris, c'est aussi parce que j'ai la possibilité de le faire. Que si tu veux dire que parce qu'il gagne beaucoup d'argent, parce qu'il gagne de l'argent, toi tu peux je peux en gagner moins et puis voilà. Mais il y avait une question de peut-être s'il prenait pas de boulot tout de suite ou quoi, et bah j'aurais dit bah j'aurais pris un autre boulot, tu vois, pour rapporter plus de sous, mais voilà. Je voudrais qu'on reparle de ce moment apparemment dans lequel tu as eu un rôle, puisqu'en Balthazar me dit que c'est grâce à toi finalement que... C'est ce qu'il a l'air de dire, oui. Ouais, c'est ce qu'il dit, clairement. Qu'il a passé le cap d'appuyer sur ces fameux trois clics de souris pour amener tout cet argent. J'aimerais bien savoir comment t'as vécu, toi, le fait que il puisse avoir d'un seul autant d'argent virtuel devant lui, et peut-être apparemment le fait qu'il ait si mal vécu, quoi, tu vois. Bah, je sais pas si... Je pense qu'il l'a mal vécu, mais parce que initialement, lui disait ouais, moi je serais pas ces mecs-là qui regardent tout le temps si ça a pris de la valeur, si ça baisse, machin, tu vois. Donc je pense que lui, il l'a mal vécu parce qu'il s'est senti absorbé par ce truc-là. Et en fait, comme moi, je reste assez extérieure à tout ça parce que, comme depuis le début, je dis que c'est son argent en fait, donc c'est pas ma propriété, donc du coup t'as quand même une vision vachement extérieure de ça, tu vois. Et moi c'est ce que je le voyais faire, il me racontait ces trucs, j'étais là oui, de toute façon c'était beaucoup trop d'argent pour que j'arrive à gérer, tu vois, à dire dans mon cerveau oui, c'est une somme pareille, tu sais, c'est des sommes que t'entends au loto ou j'en sais rien, tu vois, enfin c'est compliqué de gérer ce truc là.
Et du coup, il s'était un peu embourbé dans ce truc-là, et c'était le Covid. Nous, on était dans un appart qu'on aimait beaucoup, mais qui était pas fait pour le confinement. Et en plus, moi, à ce moment-là, j'avais créé une toute petite boîte où je vendais des trucs sur Internet. Et du coup, j'avais emmagasiné énormément de choses dans l'appart, donc on s'y sentait moins bien parce que il y avait moins de place. Et lui, il a beaucoup de mal avec les environnements qui sont trop chargés. Et moi aussi un peu, j'avoue. Et du coup, on avait eu cette idée initialement de maison en Ardèche, mais pour les vacances. Donc ça faisait plusieurs fois, on y allait un peu hors saison pour voir ce que ça donnait et tout. Et donc on avait visité déjà des maisons avant le confinement pour voir un peu ce que ça donnait. Il y avait une maison qu'on avait beaucoup aimée, mais ça s'est pas fait parce que, des travaux trop compliqués, etc. Il y a eu le confinement. Et là, on s'était dit, en fait, on se casse, tu vois, parce que moi, comme j'avais cette mini-entreprise, je pouvais travailler d'où je voulais. Lui aussi, parce qu'il faisait déjà beaucoup de télétravail de base, parce qu'il y avait un bureau à Lyon, mais bon, il y allait pas souvent. Donc, il avait l'habitude de travailler à la maison et ça lui allait. Donc, tant qu'il avait Internet, c'était bon, et l'Internet en Ardèche, ça allait. Et c'est vrai que on se sentait pas très bien. C'est pas qu'il y avait une mauvaise ambiance, mais tu vois, c'était assez lourd. Et il me parlait de tout cet argent, et on parlait du projet qui était encore un peu lointain et tout ça. Et moi, j'ai toujours eu ce truc de... C'est pas forcément le bon exemple, mais quand j'ai eu de l'argent et que j'avais des projets à côté, mais ça pouvait être des projets cons, genre des tatouages, tu vois. J'avais l'argent, je l'utilisais et je faisais mes projets et ça me faisait plaisir, tu vois. Et du coup, j'ai un peu fonctionné dans ce truc-là où je lui donnais des conseils. Je lui ai pas dit vends tout de suite, tu fais chier, voilà, tu vois. Et du coup, je lui ai expliqué que déjà il devenait la personne qu'il voulait pas être de base, donc ça c'était un souci. Et c'était un souci au sein de votre couple même, ça venait. Non, c'était pas forcément un souci au sein de notre couple, c'était un souci surtout par rapport à lui, tu vois. Je me rappelle pas qu'il y ait eu forcément de problématiques entre nous face à ça, mais tu le voyais, j'imagine, plus malheureux, quoi. C'est chiant aussi pour toi, quoi. Ouais, il était dans ce truc de j'ai perdu de l'argent, j'ai gagné de l'argent, tu vois, les courbes vertes, rouges, machin, comparé avec d'autres boîtes, tout ça, tu vois. Surtout qu'initialement, de base, ces histoires d'action, c'était pas un sujet initialement quand il est rentré dans la boîte, c'était tout nouveau, tu vois. Et je lui ai dit, mais en fait, là, on n'est pas bien dans l'appart, on a envie de se barrer. Parce que il y a ce truc de toucher l'argent quand tu vends les actions, mais il y a tout ce délire de t'as des impôts dessus et tout, tu vois. Et on a beaucoup parlé. Ouais, j'imagine. C'est un vrai sujet bien en sûr. Fait, parce que tu te dis c'est des sommes astronomiques, mais derrière t'en récupères qu'une partie et qui est déjà très très conséquente, mais ça reste une partie faut plus réduite, quoi. Faut le prendre en compte dans le calcul, quoi. Et donc je lui ai dit calcule. Est-ce que toi là aujourd'hui à l'heure actuelle de maintenant, est-ce que d'après toi on peut avoir la maison et on peut se barrer et on peut être content, tu vois? Et il a fait ses calculs, ce qui l'a aussi beaucoup stressé. Mais il a fait les calculs et il a dit oui. Je lui ai dit tu fais quoi en fait? Est-ce que t'en as envie? Je voulais pas, c'était pas une histoire de mettre la pression où moi je veux cette maison, tu vois. Oui. Mais c'était un projet vraiment commun où on avait besoin de ça, on voulait un chien, machin, tu vois. Et je lui ai dit est-ce que tu veux y aller? Et si tu veux y aller, pourquoi tu le fais pas en fait? Et c'est pas évident parce que mais peut-être demain on pourra acheter une maison et je sais pas, un autre truc, tu vois. Mais un autre truc dont on n'aura pas besoin. T'auras potentiellement plus d'argent si t'attends un jour de plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis au final nous le budget qu'on voulait mettre par rapport aux maisons en Ardèche à ce moment-là, on pouvait avoir un truc vraiment très très bien, tu vois. Donc on n'avait pas besoin de plus. Et oui, si on avait attendu un peu, on aurait pu avoir plus, mais on n'en avait pas besoin. Et puis là, il y avait la maison parfaite pour nous, tu vois. Je pense que c'est moi qui lui ai donné le déclic, mais je sais pas si c'est grâce à moi pour de vrai que j'ai la sensation un peu de ce qu'il m'a raconté que t'es un peu une source, t'as été une source d'apaisement
Parce que tu as un rapport, j'ai l'impression en tout cas de ce que tu me racontes, et tout beaucoup plus détaché par rapport à l'argent. Ouais. Où tu es plus dans le plaisir, tu vois, où Ouais. tu te dis ok, j'ai de l'argent, j'ai envie de me faire un tatouage, vous ne le voyez pas, mais Marine J'en ai a plein de plusieurs. super tatouages. Un tatouage, ça coûte cher, j'imagine, Ouais. par rapport à ton salaire et tout, c'est aussi un budget, quoi. Mais tu le dépenses pour te faire plaisir, quoi. Ouais. Mais ça a pu être des problèmes entre guillemets dans ma vie d'avant, tu vois. Où je pense que j'ai un peu chopé ça de mes parents, Ouais. qui ont toujours préféré faire plaisir ou se faire plaisir plutôt que de gagner de l'argent de côté et voir ce que ça va donner, tu vois. Et du coup, je pense que j'ai beaucoup chopé ça, où moi, c'est terrible, mais j'ai rarement eu de l'argent de côté, en fait. Où je travaillais chez Sanofi quand j'ai fait mon apprentissage, et on avait une prime de participation. Et c'était genre une prime de participation de 3000 balles, tu vois. C'est énorme quand t'es apprenti. Et en fait, j'ai touché cet argent, puis à un moment, je me suis retournée, et j'avais plus d'argent, mais j'avais 2 tatouages. Tu vois. Donc, j'ai pas un très bon rapport avec l'argent, je pense. Ok. Non, c'est pas que j'ai pas un bon rapport, mais j'ai pas une très bonne gestion. Peut-être vous équilibrez de ce fait-là. Je pense qu'on s'équilibre. Où lui, par rapport à tout ce qu'il a vécu, au début où on s'est connus, il avait très très peur du manque, de machin, alors que... T'inquiète, on en a parlé. Ouais. et moi, j'étais là, YOLO, il me reste 20 balles, on va boire des bières, tu vois. Enfin, et donc, je pense que oui, en effet, ça s'est équilibré. Et moi, j'ai appris aussi à réagir peut-être un peu différemment, tu vois, aussi. Donc, lui, il m'a appris des choses. Mais là, dans ce cas-là, j'avais envie de lui montrer un peu l'exemple où, en fait, fais-toi kiffer. Surtout qu'il allait se faire kiffer, il allait nous faire kiffer, et ça le mettait pas en danger, en fait. Tu vois, parce que à côté de ça, il avait d'autres choses de côté, et c'était pas un souci. Et même si on voulait faire des travaux, des machins, c'était pas grave, en fait. Et est-ce que finalement, c'est pas ça qu'on attend d'un couple, qu'on vienne s'apporter l'un l'autre, quoi, tu vois, et qu'on vienne, et notamment à travers un projet commun, c'est trop cool, quoi. Ouais. Bah oui, sûrement. Je pense que c'est l'idée, c'est d'une stabilité entre les deux, tu vois. Dans un qui est trop haut, un qui est trop bas, bon bah on revient un peu vers le milieu et on essaye de faire un truc cool. Merci Marine. Bah avec plaisir. Puis merci aussi parce que si j'ai bien compris, c'est grâce à toi que Balthazar m'a envoyé ce message. Voilà, donc cette rencontre se fait aussi grâce à toi. Ça me touche beaucoup. C'est cool. Bah moi aussi, ça me fait très plaisir. C'est cool. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à vous pour votre écoute. Rendez-vous 3 vendredis par mois pour un nouvel épisode d'Histoire d'argent et à chaque jeudi qui précède pour un extrait qui, j'espère, vous donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si vous aimez ce podcast, vous devriez aussi aimer mes autres podcasts d'interview. Je vous mets des liens dans les notes de cet épisode. Vous verrez, il y a tout un choix. Je vous invite aussi à vous abonner à mon podcast. Je vous mets un lien directement dans les notes, mais aussi à ma newsletter. C'est encore le meilleur moyen de garder contact avec ce que je crée au quotidien. Merci encore pour votre fidélité et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.